1934, Adolf Hitler va rencontrer son voisin, le dictateur italien Benito Mussolini. Mussolini est un authentique fasciste. En fait, c'est lui qui a choisi le mot fascisme pour désigner son régime autoritaire de droite. Hitler est habillé en civil, car on lui a déconseillé de se présenter en uniforme dans le pays d'un autre leader. Mais Mussolini, lui, est resplendissant dans son uniforme. C'est bien mal parti. La rencontre entre Mussolini et Hitler se déroule très mal. C'est une désillusion pour Hitler, la discussion tourne court, les intérêts ne sont pas les mêmes, et finalement les deux hommes repartent chacun de leur côté avec une mauvaise opinion de l'autre. Hitler est éclipsé et sans doute un peu déçu. Il faut dire que Mussolini l'a toujours fasciné. Il s'en était même fortement inspiré. Après tout, Mussolini était le premier dictateur fasciste. Mussolini avait tout. Le panache, l'extravagance, le sens de la mise en scène. Son image est partout. C'est l'un des politiciens les plus populaires de son époque. Il y a un culte autour de Mussolini. Il sait très bien utiliser sa faculté d'approche du peuple, et notamment des femmes et des veuves de guerre. Il se fait photographier avec elles. Il était aimé, il était vénéré, à la fois dans l'aristocratie italienne, dans le prolétariat italien. Il sait leur parler, il sait leur parler avec des mots simples. Les Italiens écrivent à Mussolini, et non seulement ils écrivent à Mussolini, mais ils lui envoient des poèmes et parfois même des déclarations d'amour. Mussolini a belle allure, mais sous ce charme se cache un politicien calculateur qui gouverne par la force. Pas étonnant qu'Hitler l'admire. Mussolini a pris le pouvoir en 1922, grâce en partie aux tristement célèbres chemises noires. Une fois au pouvoir, il se donne le titre de Il Duce, le chef, et il se comporte comme un empereur romain. Les empereurs bâtissent des empires. Mussolini entreprend donc la conquête de l'Éthiopie. La campagne d'Éthiopie, c'est une formidable opportunité de propagande pour Mussolini. Elle lui permet de montrer que les Italiens sont un peuple conquérant, un peuple supérieur. Elle lui permet personnellement de se montrer en grand chef de guerre, capable de conquérir une nouvelle colonie et donc d'être un vrai stratège pour son peuple. Avec leurs armes primitives, les Éthiopiens n'ont aucune chance contre l'armée de Mussolini. Une armée moderne qui utilise illégalement des gaz toxiques. Le monde entier dénonce cette agression. On impose des sanctions contre l'Italie. Mussolini a bien besoin d'un allié. Et qui est le seul à approuver ce que fait Mussolini? Adolf Hitler. Il va même jusqu'à lui apporter son soutien. Hitler va se rapprocher de Mussolini devant la crise éthiopienne. Il va lui apporter une aide économique et surtout, il va se mettre de ce côté en diplomatie, car les deux pays sont les ennemis, les adversaires des démocraties. Mussolini et Hitler sont désormais amis et complices. Heinrich Hoffmann, le photographe d'Hitler, publie un nouveau livre pour marquer l'événement. Hitler a donc un nouvel ami.
Mais il doit tenir compte d'un autre homme qui a une toute autre vision du monde. Un homme qui va devenir un des grands acteurs de la Deuxième Guerre mondiale, Joseph Staline. Joseph Staline est le secrétaire général du Parti communiste et le leader de l'Union soviétique. Il s'est donné comme mission d'industrialiser son pays. Des visages souriants qui semblent démontrer que le communisme fonctionne. Tous sont égaux, c'est le paradis des travailleurs. Tout ça grâce à la détermination de Joseph Staline. Si on compare Staline aux autres dictateurs, Hitler, c'est le prophète. Mussolini, c'est celui qui sait absolument tout faire. Mais Staline, sa grande qualité, c'est le travail. Le culte de Staline s'installe progressivement. Il y a d'abord l'image du grand travailleur. Et puis très vite, il y a cette organisation de la propagande qui va rattacher tous les succès de l'Union soviétique à Staline. Comme si chacune de ses décisions, comme si chaque acte de la nation soviétique dépendait uniquement de son bon vouloir. Son image fonctionnait très bien et pénétrait profondément la vie du peuple. Staline était un demi-dieu particulier et moderne. Comme tous les dieux, il était omniprésent, infaillible, hors de toute critique. Staline s'attendait à ce que les gens se sacrifient au profit de l'État prolétaire. Premier pays socialiste au monde. En fait, Staline est prêt à tout. Et ce n'est pas la crainte du remords qui va l'arrêter. Car le camarade Staline est manipulateur, paranoïaque et sans scrupules. Les gens ont terriblement peur de lui. Et avec raison. Derrière la propagande communiste se cache une dictature brutale qui repose sur la terreur. Staline se garde bien de montrer au monde comment il a bâti son État à l'aide de camps de travaux forcés. Il passe sous silence le génocide en Ukraine. Et s'il doute de la loyauté de quelqu'un, peu importe son statut, c'est la fusillade. Staline gouvernait son pays avec son appareil étatique, qui était criminel et répressif. Les manières avec lesquelles on menait les répressions déroutaient les gens, créaient la peur et l'incertitude envers l'avenir. À n'importe quel moment, la vie pouvait s'arrêter. Staline exigeait la loyauté absolue. Pour s'en assurer, ses méthodes étaient parfois un peu bizarres. Par exemple, un disque comme celui-ci contenait d'un côté ses discours et de l'autre les applaudissements. On raconte qu'une fois après un discours, tout le monde s'est levé pour l'applaudir. Mais il y avait un dilemme. Qui allait être le premier à s'arrêter? Personne n'ose s'arrêter. Motivés uniquement par la terreur, les applaudissements continuent. Jusqu'à ce que l'épuisement ait raison d'un spectateur. Le lendemain, cette personne est arrêtée et disparaît sans laisser de traces. Bientôt, l'Europe sera sous l'emprise de 3 dictateurs. D'un côté, les fascistes, Hitler et Mussolini. De l'autre, le communiste, Joseph Staline. 2 idéologies incompatibles vont s'affronter et l'Espagne sera le champ de bataille. En 1936, une violente guerre civile éclate. Les fascistes du général Franco renversent le gouvernement de gauche qui vient d'être élu. Les Européens sont terrifiés à l'idée d'une nouvelle guerre. Imaginez le choc. On croyait que la Première Guerre mondiale avait mis un point final à de telles horreurs. Hitler et Mussolini s'empressent d'appuyer les fascistes. Ils leur fournissent des chars d'assaut et des avions. Staline, lui, arme les gauchistes républicains.
La guerre civile espagnole, elle oppose des camps qui vont rester très longtemps soudés. D'un côté, les démocraties avec le communisme, c'est le camp républicain, et puis de l'autre côté, les nationalistes de Franco, derrière lesquels vont se ranger les fascistes et les nazis. La guerre civile espagnole, au fond, c'est une sorte de répétition d'une guerre mondiale des idéologies. Les films d'actualité exposent au grand public la terrible violence de cette guerre. Tandis que le siège de la capitale se poursuit, de violents bombardements sèment les ruines et la mort. La guerre civile espagnole, elle est couverte par les photographies, elle est couverte par les informations filmées. Et quand les différents pays d'Europe voient ces images, ils ont le sentiment que cela pourrait se passer de la même manière dans leur pays. Les Européens savent bien qu'un petit conflit peut dégénérer très rapidement. La guerre civile d'Espagne se termine par la victoire des fascistes. Partout en Europe, on retient son souffle.